C'est parti, épisode numéro 3 de la chaîne Bon Sang la Rondelle. Épisode que j'ai envie de débuter avec un immense soupir de soulagement collectif, ainsi que les phrases « Il était temps » puis « Je peux pas croire qu'on a passé au travers ». Deux phrases qui s'appliquent d'ailleurs tout autant au calendrier pré-saison de la Ligue nationale qu'au gâteau aux fruits qu'on s'obstine à acheter à chaque année au temps des fêtes. T'es bon, hein? Ben non, c'était pas bon. Bref, on peut enfin passer au vrai hockey, ou dans le cas de cette pré-saison-ci, au hockey tout court, hein, parce qu'on va se l'avouer, il y a eu des matchs, mais très peu de hockey. Et là, qu'on se comprenne bien, là, contrairement à mon estomac après avoir mangé du fast-food, j'aime ça quand ça brasse. Mais c'est quand même pas normal d'assister à plus de débordements dans un match de hockey qu'à la crue des eaux au printemps le long de la rivière Richelieu. Mais bon, je veux pas repartir sur le sujet des matchs pré-saison. Si tu veux connaître mon opinion là-dessus, il y a la capsule de la semaine dernière où j'en parle plus qu'en masse. Par contre, je veux prendre un instant pour parler de la décision qui a été prise de ne pas imposer de sanctions supplémentaires à Arber Xhekaj pour son coup à l'endroit de Tim Stützle, parce que c'est quelque chose qui a alimenté beaucoup de discussions tout aussi interminables que biaisées sur les réseaux sociaux dans les jours qui ont suivi l'événement. Et pour ma part, tout ça se résume à une seule et unique question. Qu'est-ce que tu veux punir? Est-ce que tu veux punir l'intention ou le résultat? Parce que dans un cas comme dans l'autre, cette distinction-là s'applique. Si tu prêches pour une suspension à l'endroit d'Arber Xhekaj, tu dois aussi le faire en ce qui concerne Ridley Craig pour son coup à l'endroit de Kirby Dach. Dans les deux cas, on parle de coups qui visaient le très très haut du corps d'un angle mort sur un joueur qui était plus en possession de la rondelle depuis déjà un bon moment. Fait que peu importe ton allégeance, les trois facteurs pertinents sont les mêmes. Si tu veux appliquer une sanction en fonction de l'intention, le même barème doit s'appliquer aux deux joueurs. Peu importe qu'il y ait eu contact à la tête ou pas. Je vais même te concéder que sous ce critère-là, Arber Xhekaj mérite peut-être un ou deux matchs de plus que Craig pour l'élan qui s'est donné, mais ça demeure une suspension pour les deux joueurs. Mais si ta défense, c'est que Ridley Craig a rien à se reprocher parce que son coup n'a pas atteint la tête de Kirby Dach, ce qui demeure quand même un peu flou en ce qui me concerne, t'as pas d'autre choix que d'appliquer la même défense pour Arber Xhekaj, parce que dans son cas, on peut clairement voir sur la reprise que la seule chose qui vient en contact avec la tête de Tim Stützle, c'est son propre bâton. Même le fameux chicken wing que plusieurs Sens pointent du doigt est venu après et n'a jamais touché la cible. Fait qu'à partir de là, t'appliques un ou l'autre. Tu pénalises l'intention ou le résultat, mais ça peut pas être les deux selon ce qui t'avantage le plus. Moi, je suis down pour les deux méthodes. J'en ai rien à foutre tant que la directive est claire et qu'on l'applique de la même façon sur les deux événements. Mais bon, j'ai dit qu'on allait parler d'autre chose que des matchs pré-saison, alors faisons-le. Parce que les récents événements ont eu pour effet de soulever quelques questions pour certains quant à la composition de la brigade défensive du Canadien, plus précisément à savoir si Arber Xhekaj avait encore une place dans cette brigade-là ou pas. Et en ce qui me concerne, la réponse est sans équivoque, oui. Oui, il y a une place pour Arber Xhekaj dans cette brigade-là, à tout le moins dans le top 7 de l'équipe, ça c'est certain. Je vois plusieurs partisans et même certains analystes prétendent qu'il n'a pas mérité sa place à Montréal pendant le camp d'entraînement, ce à quoi j'ai envie de répondre par la question suivante, qui l'a fait? Qui a à ce point bien performé pendant les matchs préparatoires pour faire en sorte que Xhekaj ne fasse pas partie de l'équipe au premier jour du calendrier régulier? À l'approche du camp d'entraînement, le Canadien misait sur 3 défenseurs qui étaient assurés d'un poste régulier sur l'équipe. Michael Matheson, David Savard et Kaiden Guhle. En autant que leur état de santé leur permette, c'est les 3 seuls qui pouvaient dormir tranquilles quant à leur place sur l'équipe cette année. Derrière eux, 8 défenseurs qui pouvaient aspirer à différents degrés à un poste sur l'équipe dès le début de la saison. Arber Xhekaj, Justin Barron, Jordan Harris, Jaden Struble, Lane Hudson, Logan Mailloux, David Reinbacher et Adam Engstrom. Mention honorable à William Trudeau qui a bien fait lorsqu'il a été utilisé, mais qui partait quand même avec une certaine longueur de retard pour faire l'équipe cette année par rapport aux autres. Maintenant, du lot de ces 8 défenseurs-là, Jordan Harris a quitté pour Columbus dans la transaction Patrick Laine et David Reinbacher, qui connaissait pas nécessairement un très bon camp d'entraînement jusque-là, est tombé au combat dans le match pré-saison face aux Leafs et devrait manquer plusieurs mois d'activité pour soigner sa blessure. Ce qui laissait donc 6 défenseurs qui bataillaient logiquement pour 3 postes de régulier en défensive et au minimum un poste de réserviste si c'est pas 2. Du groupe, je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que Lane Hudson a gagné sa place dans l'alignement. C'est un défenseur au profil différent de ce qu'on a sur l'équipe qui peut grandement aider la relance de l'attaque et peut-être même enlever un peu de poids sur les épaules de Michael Matheson qu'on a tendance à surutiliser à mon avis pendant la saison. Faut pas s'attendre à la perfection dans son cas, c'est un jeune joueur au style de jeu parfois audacieux mais qui va finir par trouver ses repères avec le temps. Mais son apprentissage
l'apprentissage doit se faire au niveau de la Ligue nationale, selon moi, donc il va faire partie de la formation. Je vais aussi donner un poste à Jayden Struble, qui a connu un très bon camp d'entraînement. C'est le genre de défenseur low maintenance que toutes les équipes aiment avoir dans leur alignement sur une troisième paire, fait sa job sans causer de maux de tête à l'entraîneur, capable d'amener un élément de robustesse quand c'est nécessaire, semble plus souvent qu'autrement être au bon endroit au bon moment, exécute des jeux simples, il mérite sa place dans la brigade défensive du Canadien. Mais après ça, tu tombes à qui? Il te reste minimum 2 postes à combler, dont un de régulier et 4 candidats. Est-ce que Justin Barron a à ce point mieux fait qu'Arber Xhekaj pendant le camp d'entraînement pour passer par-dessus lui parce qu'il était en dessous jusque-là? Barron est droitier et peut pas être envoyé à Laval sans passer par le ballottage, ce qui lui donne assurément un avantage sur Xhekaj. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il a véritablement gagné sa place? Il fait partie de ma formation de 23 joueurs au premier jour du calendrier, mais en ce qui me concerne, sa place, il l'obtient un peu par défaut. Est-ce que Logan Mailloux a été meilleur qu'Arber Xhekaj? Personnellement, je trouve pas qu'il a été aussi mauvais que certains analystes le prétendent à Montréal, mais présentement, je peux pas le placer au-dessus de Xhekaj et je préfère de loin le voir jouer 22-23 minutes par soir à Laval que de le voir jouer un match sur 2 dans une rotation avec 15 minutes de temps de glace pour le Canadien. Même chose dans le cas d'Adam Engstrom, il a montré quelques beaux flashs en match pré-saison, mais il a aussi commis plusieurs erreurs. C'est pas une question d'y taper ses doigts, ceux et celles qui me connaissent savent que j'ai Adam Engstrom en très haute estime, c'est un jeune joueur en qui je crois beaucoup pour la suite des choses avec le Canadien, mais il n'y a absolument rien de mal à l'envoyer parfaire son jeu dans la Ligue américaine cette année. Va arriver un moment où Engstrom va s'imposer comme un régulier sur l'équipe à Montréal. Mais ce moment-là n'est pas encore arrivé, sa place est à Laval, où il va pouvoir être un atout important pour Pascal Vincent dans toutes les situations de match. Donc même si tu conserves seulement 7 défenseurs à Montréal, Arber Xhekaj en fait absolument partie selon moi. Est-ce qu'il va jouer à tous les matchs? Probablement pas. Il y a des affrontements où la présence d'un Arber Xhekaj dans l'alignement est plus superflue que d'autres, mais il y a définitivement des matchs où sa présence va être justifiée. Il y a des séquences où un Kaiden Guhle sera peut-être pas top shape, ou un Jayden Struble, ou même un Lane Hudson vont connaître un peu plus de difficultés. Il y a des matchs où Justin Barron, même si c'est un droitier, va lui aussi avoir besoin d'un break. Xhekaj peut se ramasser à jouer un 60 matchs cette saison juste en effectuant une rotation de main. Et dans son cas, contrairement à Mailloux ou Engstrom, c'est pas un problème si Arber Xhekaj joue 15 ou 16 minutes par match. Il est déjà le défenseur qui risque d'être pendant toute sa carrière. Laissez-le faire sa job, au même titre que Lane Hudson, il a son identité à lui que personne d'autre peut combler sur l'équipe. Puis on a beau essayer de se convaincre du contraire, cette identité-là a son utilité sur une équipe de la Ligue nationale. Fait que laissons-le faire ce qu'il fait de bien. On compose avec les lacunes des autres joueurs sous prétexte qu'ils en donnent plus ailleurs. Xhekaj fait pas exception à ça. Tu dois prendre les côtés que tu apprécies moins de son jeu avec ceux que tu apprécies le plus. C'est pas un traitement de faveur, c'est juste le type de joueur qu'il est. Point à aller. Est-ce que j'aimerais mieux que Xhekaj puisse le faire comme 12e attaquant que comme 6e défenseur? Oui. Et peut-être qu'un jour, on en arrivera à ça. Mais pour l'instant, ce gars-là fait absolument partie de ma formation de 23 joueurs. C'est même pas un débat en ce qui me concerne. Mais bon, là-dessus, on va lâcher le Canadien un petit peu parce que j'ai dit dans la première capsule de Bon Sang la Rondelle que ce n'était pas une chaîne sur le Canadien de Montréal et depuis, j'en parle sans arrêt. Mais je veux parler d'un autre dossier qui a fait beaucoup jaser cette semaine, celui du gardien de but Jeremy Swayman à Boston. Swayman qui s'est finalement entendu avec les Bruins dimanche matin sur un nouveau contrat de 8 ans à 8 250 000 par saison, me forçant du même coup à tout réécrire le segment de la capsule que j'avais déjà écrit, ce qui fait de lui présentement le 5e gardien le mieux payé de la Ligue nationale à égalité avec Ilya Sorokin des Islanders de New York. Et quand on prend en compte les différentes variables, c'est pas mal le montant auquel je m'attendais dans son cas. Lorsqu'on regarde les statistiques de Swayman au cours des 3 dernières saisons, il se classe au 4e rang dans toute la Ligue pour la moyenne de buts alloués par rencontre à 2,41 et 6e pour le pourcentage d'arrêt à 916. Le problème dans son cas, et là où ça devenait un peu plus difficile d'évaluer sa valeur, c'est qu'il se classe également au 25e rang pour le nombre de départs et au 17e rang pour le nombre de victoires au cours de la même période. Malgré tout, je pense qu'on peut quand même affirmer sans avoir peur de se tromper que Swayman fait probablement partie du top 8 des gardiens de la Ligue nationale présentement et devrait donc être payé en conséquence. Mais ça vaut combien ça, un gardien top 8? Si on regarde au niveau des salaires qui sont accordés aux joueurs, top 8, ça te place à un salaire annuel de 11 250 000, soit le contrat du coéquipier de Swayman à Boston, David Pastrnak. Mais ça n'en fait pas une équivalence pour autant, parce que la réalité demeure qu'un joueur est appelé à disputer 82 matchs dans une saison, ce qui ne sera jamais le cas pour un gardien. Et là, je sais, il y en a qui vont me dire qu'un joueur peut se blesser puis jouer moins de matchs qu'un gardien, et c'est vrai.
mais même en parfaite santé, un gardien jouera jamais 82 matchs par année. En fait, au cours des 5 dernières saisons, il y a seulement 2 gardiens qui ont atteint ou franchi la barre de 65 matchs en une saison. Juuse Saros des Prédateurs de Nashville et Connor Hellebuyck des Jets de Winnipeg. Saros avec 67 matchs, Hellebuyck avec 66, les deux lors de la saison 2021-2022. Ce qui veut dire que même au sommet de leur forme, les meilleurs gardiens de la Ligue nationale disputent au maximum 81,7% des rencontres qu'un joueur peut disputer. Ça, t'auras beau essayer de contrebalancer ça en disant que la position de gardien de but est plus importante ou par le fait qu'un gardien joue 60 minutes dans un match, ce qui n'est pas le cas des joueurs, ça enlève rien au fait qu'un match sur 5 environ, tu payes le joueur pour être assis sur une chaise à côté de Marc Denis. Bon, c'est pas toujours lui qui est là, mais tu comprends le principe. Puis ça, il n'y a pas un directeur général qui tient pas compte de ça dans son équation, là. Si tu appliques ce 81,7%-là au salaire de Pastrnak, tu tombes à un salaire annuel de 9 191 250 $ par année, ce qui est quand même un beau montant. Mais c'est aussi un montant qui est au-dessus du contrat que vient de signer Swayman à Boston. Mais il faut aussi tenir compte que les Bruins n'ont pas acheté 8 ans d'autonomie complète avec ce contrat-là. Il reste encore 2 ans avant que Jeremy Swayman puisse aller tester sa valeur sur le marché des joueurs autonomes. Donc si tu appliques ce montant-là, le 9 191 000 et des poussières, uniquement sur les 6 dernières années de son contrat, ça revient à dire que Jeremy Swayman est en fait payé environ 5 425 000 pour les 2 premières années du pacte, ce qui le place pas très loin du contrat de Jake Oettinger à Dallas, qui est selon moi un bon comparatif au niveau de sa valeur, ou de celui qui avait été signé à l'époque par Igor Shesterkin. Donc dans l'ensemble, je pense que c'est un contrat qui est très bon et très fair, autant pour Swayman que les Bruins. Je suis juste pas convaincu que c'était la meilleure façon d'arriver à cette entente-là. Parce que pour ceux et celles qui n'ont pas suivi la saga, c'est un contrat qui s'est négocié de façon assez publique après que Cam Neely ait déclaré Well, I don't want to get into the weeds with what his ask is, but I know that I have 64 million reasons why I'd be playing right now. Ben aujourd'hui, je connais au moins 2 millions de bonnes raisons de plus pour lesquelles j'aurais fermé ma gueule, moi, Cam. Déclaration à laquelle Lewis Rose, l'agent de Jeremy Swayman, a dû répondre de façon tout aussi publique par voie de communiqué, dans lequel il laissait sous-entendre très clairement que cette déclaration-là passait pas tant de leur côté. Par-dessus ça, il y a aussi Don Sweeney au cours du même point de presse qui a déclaré que l'équipe avait déjà averti Joonas Korpisalo qui allait être le gardien partant de la formation pour le match inaugural de la saison, chose à laquelle Korpisalo a répondu par « Personne m'a jamais rien dit, moi. » Bref, tout ça paraît pas très bien pour une organisation qui, pourtant, ces dernières années, s'est attiré beaucoup d'éloges dans la façon de conduire leurs négociations. On a réussi à éviter le pire dans le cas de Swayman, mais j'ai hâte de voir si cette tactique-là aura des répercussions à plus long terme sur les négociations à venir chez les Bruins. Chose certaine, Igor Shesterkin et les Rangers de New York vont également avoir pris des notes parce que c'est ça le prochain gros dossier à régler chez les gardiens de but de la Ligue nationale. Selon plusieurs insiders, dont Pierre Lebrun, je pense qu'il a sorti la nouvelle, les Rangers de New York seraient prêts à faire de Shesterkin le gardien le mieux payé de la Ligue nationale, donc un contrat au-dessus de celui de Carey Price qui présentement domine les classements au niveau du salaire chez les gardiens. Personnellement, j'ai encore un peu de misère à y croire, d'autant plus que les Rangers ont plusieurs gros dossiers à régler cette année, dont ceux de Alexis Lafrenière et K'Andre Miller qui écoulent tous les deux leurs dernières années de contrat. Mais bon, je prétendrai jamais avoir plus d'infos que Pierre Lebrun, donc dossier à suivre chez les Rangers. Avant de terminer l'épisode de cette semaine, je vais aborder 2 sujets rapides concernant la chaîne Bon Sang la Rondelle. Dans un premier temps, je veux d'abord et avant tout vous dire merci. Vous avez été nombreux au cours des 14 premiers jours d'existence de la chaîne à m'envoyer des super beaux commentaires, tant de façon privée que publique. Et ça, je l'apprécie vraiment. Je l'ai dit lors du lancement, cette chaîne-là, je la lance avec aucune autre aspiration que de m'amuser et de divertir si possible. Mais c'est quand même le fun quand tu enregistres des capsules en parlant à tes murs, de savoir qu'au fin fond de tout ça, tu t'adresses quand même à quelqu'un. Vous êtes déjà plus d'une centaine à suivre les activités de la chaîne, que ce soit ici sur YouTube ou sur les différentes plateformes. Et pour ça, je vous dis merci parce que ça rend l'expérience beaucoup plus fun et motivante de mon côté de la caméra. Ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est que je vais déjà apporter quelques changements à la formule de la chaîne. Des changements qui, à mon avis, sont pour le mieux et qui vont non seulement toucher l'horaire de parution des capsules sur la chaîne, mais aussi la forme des épisodes de Bon Sang la Rondelle. En fait, je vais me séparer de la formule un épisode à chaque mardi parce que je me rends compte déjà à quel point la LNH se fout éperdument de l'horaire que j'essaye de mettre en place. À titre d'exemple, le dossier Jeremy Swayman dont j'ai parlé dans l'épisode d'aujourd'hui, moi je me retiens d'en parler depuis le milieu de la semaine en me disant « faut que je garde ça pour l'épisode de mardi ». Avec comme résultat que tout ça s'est réglé rendu au dimanche matin et j'ai donc dû passer en revue tout ce que j'avais décrit sur le sujet. C'est juste pas une très bonne façon de fonctionner, puis ça fait en sorte que j'aborde des sujets qui sont plus autant d'actualité
que si j'en avais parlé 24 heures après les déclarations de Cam Neely. Donc pour cette raison-là, Bon sang la rondelle sera plus uniquement limité à la case horaire du mardi, ça peut sortir à n'importe quel moment et de cette façon-là, on va être en mesure d'être un peu plus collé sur les événements de l'actualité. L'autre changement que ça implique, c'est que désormais, chaque capsule va servir à couvrir qu'un seul sujet. Donc des capsules plus fréquentes, plus courtes, un peu plus faciles à consommer, avec un sujet plus précis pour chacune d'entre elles. De cette façon-là, si un sujet t'intéresse un peu moins, tu sais que tu peux skipper l'épisode. Mais si au contraire, un sujet t'intéresse un peu plus, tu vas être en mesure de savoir que toute la capsule au complet va y être consacrée, puis que tu perdras pas ton temps avec des sujets alentours qui t'intéressent un peu moins. Donc je pense que tout ça est pour le mieux. Plus de contenu, plus rapproché dans le temps, plus près des événements dont on va parler. Moins long à consommer, moins long à monter pour moi. Puis à travers tout ça, j'exclus pas la possibilité de faire des épisodes qui sont un peu plus longs, un peu plus intemporels. Garde un œil sur la chaîne, j'ai des choses en tête qui s'en viennent qui devraient être bien fun à ce niveau-là. Et d'ailleurs, cette semaine, je te promets, la toute première tasse de café de l'histoire de la chaîne Bon sang la rondelle, qui est un autre moule d'épisodes complètement. Là. C'est un peu la version unplugged de Bon sang la rondelle, donc très peu de montage, pas de statistiques, pas de flafla, juste moi qui s'en viens de jaser en prenant un café. On part la saison de même, puis on va voir ce que ça donne. Là-dessus, je vous souhaite une très bonne saison à tous et à toutes. Ça commence dès demain soir à Montréal face aux Maple Leafs de Toronto. Et de mon côté, parce que j'ai même pas eu l'occasion d'en parler, on se laisse avec quelques séquences de jeu de Michael H qui disputait cette semaine ses 2 premières rencontres avec les Wolverines du Michigan. H qui a amassé 1 but et 3 mentions d'aide en 2 rencontres. Donc, on se paye la traite, puis on se revoit dans le courant de la semaine. OK, ciao! Michael Hayes has looked good so far. And Tilley was the only plus player in the Michigan lineup last night. Here's Hayes way up the ice, coming in, backhand, score!